Petite annonce avant que la vidéo commence pour vous dire que je serai présent dans le tout premier live spécial MotoGP organisé par Canal+ sur Twitch ce mercredi à partir de 19 h. Ne loupez pas ça car il se murmure qu'un invité exceptionnel serait présent aussi, mais je vous garde la surprise. Mercredi 19 h sur la chaîne Twitch Canal+-du-bas Sport, je vous y attends. Ça y est, le Grand Prix d'Assen est terminé et maintenant nous avons une pause de 5 semaines sans Grand Prix. Ah, d'entrée de jeu là ça fait mal hein. Mais on aura quand même eu le droit à un beau dernier week-end sans pluie en plus sur ce beau tracé qu'est Assen, ce tracé de pilotage. Les hymnes italiennes, espagnoles et françaises ont retenti ce dimanche entre tensions, rumeurs, fin de contrat et explosion de joie. Et moi je vais vous faire un récap de tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce dernier récap avant la pause estivale. Ce week-end le tracé d'Assen accueillait la 9e épreuve du championnat du monde MotoGP et pour cette occasion, le public était de retour en partie dans les tribunes. 3 courses qu'on attendait sûrement avec un petit peu plus de bagarre, mais encore une fois, ici c'est le pilotage qui prime aux Pays-Bas. Ah, et restez jusqu'au bout parce qu'il y a une annonce qui est tombée aujourd'hui et j'ai besoin de faire un petit débat avec vous, à propos d'un certain Maverick Viñales. Bah allez, c'est parti, on commence. La Moto 3 était le point de départ de ce week-end. Une course un petit peu moins disputée que d'habitude, mais qui n'a pas manqué de distribuer bon nombre de pénalités sur l'ensemble des pilotes du plateau Moto 3, que ce soit des passages par la voie des stands ou des longues laps en course. Mais au départ de celle-ci, c'est un Italien, un certain Romano Fenati, qui s'emparait des commandes. Mais pas de chance pour Fenati, son mauvais caractère lui a joué des tours. Il s'est un petit peu chiffonné avec son coéquipier en Allemagne et pour cette course, il devra faire un double long lap. Alors, double long lap qui ne lui fera pas perdre tant de temps que ça ici aux Pays-Bas puisqu'il arrivera rapidement à se remettre dans le groupe de tête. Mais pendant ce temps, c'était son compatriote Denis Foggia et sa Léopard qui arrivaient à prendre les commandes de la course. Mais comme d'habitude, ça ne durera qu'un temps la tête de course et cette fois-ci, non pas parce qu'il y avait beaucoup de pilotes qui pouvaient jouer la gagne, mais surtout parce qu'il y avait un groupe de 3 pilotes qui arrivaient vraiment à se détacher du lot. Parmi eux, Denis Foggia, Romano Fenati, mais surtout Sergio Garcia, absolument métamorphosé depuis sa victoire au Grand Prix de France. Et bien qu'on était quand même dans un groupe de 16 pilotes, il se réduira petit à petit, notamment avec la chute de Nicola Antonelli et Andrea Mignot. Les deux se toucheront et partiront au tapis. Derrière, les autres avaient un petit peu plus de mal à suivre le rythme à tel point que le groupe finira par se scinder en deux. Une lutte à 7 pilotes commençait alors, toujours avec Denis Foggia aux commandes qui luttait contre Romano Fenati. Avantage cependant à Denis Foggia qui tirait parti de sa puissante Léopard mais aussi de son beau pilotage ce week-end. Il arrivera même à créer un écart avec ses poursuivants et cet écart il tiendra jusqu'à la fin de la course. Et côté adversaire direct au championnat, c'était pas vraiment la fête. Du côté des pilotes Petronas, on était dans le bon groupe mais on n'arrivait pas vraiment à lutter pour la victoire et chez KTM, alors là c'était plus compliqué. Jaume Masia déjà n'était que 20e donc il ne faisait pas une excellente course. Mais Pedro Acosta, lui, il arrive pour sauver les meubles comme toujours. Il arrivera à obtenir une belle 4e place et pourtant Pedro Acosta a passé la nuit à l'hôpital, je vous rappelle, puisqu'il avait fait une violente chute la veille et il avait un traumatisme thoracique. Il a quand même roulé, il a fini 4e. Quand même pas n'importe qui le garçon. Et sur la ligne d'arrivée, Denis Foggia s'imposera et montrera une nouvelle fois qu'il est en parfaite osmose avec sa Léopard devant un Sergio Garcia absolument impressionnant et un Romano Fenati, bien qu'il ait pris de longues laps, complétera ce podium après un très beau week-end. Darin Binder lui aurait dû terminer 4e mais il a pris 3 places de pénalité pour avoir touché le vert dans le dernier tour, pénalité que je trouve personnellement un petit peu abusée, mais le règlement c'est le règlement, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Notre français Lorenzo Felon termine lui sur une petite 21e place bien qu'il s'était quand même qualifié en Q2 et 15e sur la grille de départ. Malheureusement il faisait partie de ces pilotes qui devaient faire un passage par la voie des stands pour comportement jugé irresponsable durant le week-end. Une course Moto 3 de pilotage n'annonçait pas spécialement une course Moto 2 très folle. Et pourtant, on a assisté à un magnifique duel entre 4 pilotes qui fait de cette course Moto 2 peut-être même l'une des plus belles de la saison. Bon alors détendez-vous, hein, c'était pas non plus un concert d'ACDC cette course. Hein. À l'extinction des feux, Aaron Canet voulait continuer sur sa belle lancée du Sachsenring et arrivera à prendre la tête de course devant Sam Loves, Rémi Gardner et Augusto Fernandez. Et cela ne durera pas tant que ça pour Aaron Canet puisque assez rapidement les pilotes se débarrasseront de lui en le doublant et malheureusement plus encore Aaron Canet partira à la faute dans cette course. C'est sûr que ça contraste pas mal avec sa course de la semaine précédente là. Entre temps, Raúl Fernandez s'était frayé un chemin pour revenir sur le groupe de tête. C'est alors qu'une lutte entre 4 pilotes commence. Tout d'abord avec les pilotes Marc VDS, Sam Loves et Augusto Fernandez, ainsi que les pilotes Red Bull KTM, Rémi Gardner et Raúl Fernandez. Et autant vous dire que c'était 4 pilotes sur un rythme totalement dingue qui ne laisseront que des miettes à leurs poursuivants. Des dépassements, des erreurs et des jolis coups permettront de dessiner une hiérarchie un peu plus précise de ce groupe. Raúl Fernandez avait réussi à tirer parti de sa moto, de son agilité et de son pilotage pour se faufiler en tête et créer un écart sur ses poursuivants. Personne n'arrivera à l'attaquer. Et son coéquipier Rémi Gardner lui était un petit peu plus en difficulté à ce moment-là. Il était un peu plus en retrait, mais il reprendra du poil de la bête. Il arrivera à recoller le groupe et même à passer les 2 pilotes Marc VDS. Et à ce moment-là, une question se posait.
Qui allait être le grand perdant de ce week-end? Qui allait finir 4ème et donc hors du podium? Est-ce que c'était Sam Loves ou Augusto Fernandez? Eh bien cette fois c'est Fernandez qui arrivait à prendre l'avantage sur Sam Loves et qui arrivera même à créer un écart de 6 dixièmes. Et au passage sur la ligne, Raúl Fernandez vient corriger son erreur de l'Allemagne là où il était tombé et vient s'imposer sur ce circuit d'Assen devant son coéquipier Rémi Gardner et Augusto Fernandez qui regoute au podium après qu'il en ait fait un en 2019. Course un petit peu plus compliquée comparée à l'Allemagne pour Barry Baltus qui cette fois-ci terminera dernier, 24ème. On espère que ça ira mieux après la pause estivale. Bon, une course moto 2 un petit peu plus animée que d'habitude mais qui a surtout montré les talents de pilotage des 4 de devant. Et il était donc maintenant temps de passer à la MotoGP. La cathédrale d'Assen et la MotoGP, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps, depuis 1949, le début du championnat et même bien avant ça encore. Qui allait donc pouvoir triompher sur ce circuit légendaire? Au vu de ce qu'on avait vu ce week-end, c'était très certainement une Yamaha. La domination de Maverick Viñales semblait évidente, notamment grâce à sa pole position. Et pourtant, au départ de la course, ce n'est pas une Yamaha qui fait le all shot, mais bel et bien une Ducati, celle de Francesco Bagnaia, qui réalise un départ canon. Et le tout ne durera que 4 petits tours avant que notre Français Fabio Quartararo et sa Yamaha ne s'en mêlent et prennent les commandes de la course. Peut-être un petit peu trop de pression à ce moment-là pour Francesco Bagnaia qui voulait vraiment bien faire, mais n'aura pas réussi à maintenir sa Ducati entre les limites de la piste. Il les débordera 5 fois et malheureusement écopera d'un long lap. Et ce long lap, ça profite à un pilote, Fabio Quartararo, qui pourra prendre un peu ses aises devant. Derrière, le japonais Takaaki Nakagami avait lui aussi fait un très bon départ. Il était d'abord 3ème puis 2ème au moment du long lap de Francesco Bagnaia, mais encore une fois pour Nakagami, ça n'a pas réussi niveau rythme. En l'espace de 2 tours, il passe de la 2ème à la 9ème position à cause de ses petites erreurs et surtout, les autres se sont infiltrés quand ils ont vu ça. Ses adversaires n'en ont malheureusement fait qu'une bouchée, le japonais continuera donc à courir après son premier podium en MotoGP, c'était pas pour Assen. Pendant ce temps, le coéquipier de Bagnaia, Jack Miller, était un petit peu en difficulté sur ce circuit, un petit peu beaucoup même, puisqu'il partira à la faute. Il essaiera de repartir, mais malheureusement, il avait un petit problème sur sa moto qui l'obligera à abandonner. L'autre histoire qui fera très mal au cœur, c'est celle de Valentino Rossi, parti 12ème sur la grille de départ, mais un départ absolument catastrophique. Rossi était quasiment dernier, si ce n'est dernier, et en plus de ça, eh bien, il part à la faute. C'est vraiment dur de voir ça quand on sait que Rossi adore ce circuit et qu'il y a gagné un nombre de fois incalculable. Devant, Fabio avait une large avance qui oscillait entre 2 et 4 secondes devant son poursuivant, Maverick Viñales. L'Espagnol, qui pourtant avait fait la pole et un magnifique week-end, n'arrivera pas vraiment à faire un très bon départ, bloquera derrière les pilotes, laissant Fabio s'échapper, et il n'arrivera pas à remonter dessus, même s'il donnera tout ce qu'il a. Et c'est vraiment dommage quand on voit les difficultés que rencontre Viñales, une victoire lui aurait fait le plus grand bien. Juste derrière lui, c'est un Français sur une Ducati qui tentait de contenir un Espagnol sur une Suzuki. Johan Zarco donnait le maximum pour contenir ce podium, mais derrière, Joan Mir était bien plus fort malheureusement en fin de course et arrivera à passer la Ducati de Johan. Une nouvelle fois, on retrouve Joan Mir sur le podium et il commence à refaire preuve de régularité celui-ci. Et une autre lutte était intéressante, celle de Marc Marquez, pourtant parti 20ème. Marc Marquez avait réussi à remonter jusqu'à la 9ème position et était en lutte avec Alex Espargaro, mais aussi Takaaki Nakagami et Francesco Bagnaia, qui eux avaient rétrogradé au classement. Et il s'en sortira pas si mal, Marc Marquez, puisqu'il partait 20ème, remontera jusqu'à la 7ème position, juste derrière Francesco Bagnaia, la très belle remontada du week-end. À partir de là, la hiérarchie n'évoluera plus et c'est Fabio Quartararo qui vient une nouvelle fois cette saison s'imposer, cette fois-ci sur le légendaire Grand Prix d'Assen, devant Maverick Viñales et Joan Mir, une nouvelle fois sur le podium. La 4ème place, quant à elle, est réservée à Johan Zarco qui aura fait une très belle course et qui ne perdra pas trop de points non plus sur son adversaire direct au championnat, Fabio. L'écart se creuse un petit peu, mais on a toujours nos deux Français en tête. La petite nouvelle de ce lundi, eh bien c'est la confirmation de Maverick Viñales et de Yamaha. Viñales et Yamaha, c'est terminé pour fin 2021. C'est assez fou d'entendre ça, mais finalement c'est pas si logique. Il faut dire que les choses allaient vraiment mal en ce moment entre les deux parties et on pensait peut-être pas que ça allait aussi mal, au point de se séparer. Maintenant, il y a pas mal de questions qui se posent. Où est-ce que Maverick Viñales va aller? Peut-être chez Aprilia, c'est ce qu'on entend dire. Qui va remplacer Maverick Viñales chez Yamaha aussi pour l'an prochain? Ça, il y a beaucoup de noms qui circulent. Et surtout, la grande question, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, répondez à ces questions, j'ai hâte de vous lire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous en êtes ici, déjà merci beaucoup de me regarder, ça me fait toujours autant plaisir. Et sachez juste que pour ce mois de juillet, je vais un petit peu rebosser sur ce format de récap en proposant de petites nouvelles solutions, surtout au niveau du graphisme. Comme ça, vous saurez très bien où on en est, on va essayer de rendre ça un petit peu plus dynamique au niveau des photos, au niveau du classement aussi que je vais afficher désormais, etc. Enfin voilà, merci beaucoup pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était le dernier récap avant la pause estivale, ça va être dur, 5 semaines sans MotoGP.
Mais on va essayer de survivre. En tout cas, moi, je vais vous proposer des vidéos. En attendant, si celle-ci vous a plu de vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, mercredi, live exceptionnel sur Twitch, notamment encore une fois avec une star, franchement, je peux pas vous dire qui, mais attendez-vous à du très lourd. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et V à tous.